n'importe quoi. T'as zéro gainage. On va arrêter de raconter n'importe quoi. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on va faire une spéciale actu. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc ce sera 2 x 30 d'actu. Et en dernière partie d'émission, les tests. Et on a aussi quelques petites surprises. On vous réserve ça pour la toute dernière partie d'émission. À la régie, on a Tech et Victor à qui on fait des gros bisous. Et d'ailleurs, mon petit Tech, peut-on balancer Tech le jingle Victor, news? mais non, Tech et Théo. Jingle news. Et oui, Tech et Théo, je manque à tous mes devoirs. Pardon, Théo qui est au son. Alors on commence avec les news de Pentaro. J'ai envie d'attaquer par Pentaro parce qu'il est au taquet, il est chaud comme pas possible. De quoi tu vas nous parler, Pentaro, cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé de beau dans le monde du matos? Alors déjà, moi je voudrais parler d'une petite carte mère, voilà, petit modèle, avec 7 ports PCIe Express. Avec... 7 ports. Ouais, 7 ports PCIe Express. Bah oui, parce que 4 c'est jamais assez. Donc là, il y en a 7. D'accord. Voilà. Ensuite, bien sûr, un support pour un quadruple SLI en x16. Parce qu'un SLI c'est bien, mais un quadruple SLI c'est quand même encore toujours mieux. Voilà, tant qu'à faire. Et 2 fois 10 gigabits en Ethernet dans la carte mère également. Et pour finir, avec un petit prix raisonnable, hein, c'est Asus qui fait ça. En fait, c'est pour les stations de travail. Ça coûte 630 €. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah voilà, c'est pour les vraies grosses stations de travail, donc pour les mecs qui font du rendu 3D, etc. et qui ont besoin de 4 Titan X dans leur PC, c'est la carte mère qu'il leur faut. 630 € donc la carte mère. On peut détailler un peu ce qu'on pourrait mettre sur 7 ports PCI Express. Moi je me souviens du bon vieux temps où quand tu achetais une carte mère, plus tu avais de ports PCI, mieux elle était. C'est-à-dire que vraiment, il y avait les ports ISA qu'on connaît les très vieux, tu mettais ta vieille carte son et tout. Après, il y a eu les ports PCI et tu disais, bon, je vais mettre ma carte son, ma carte d'acquisition TV, ma carte, je sais pas, USB, ce genre de choses. Donc, plus t'en avais, mieux c'était. Maintenant, aujourd'hui, les cartes mères font tout. Enfin, je sais pas vous, quand vous faites une tour, mais moi, le nombre de ports PCI, c'est pas du tout un truc que je regarde. Vraiment, là, alors, moi, ta carte mère est impressionnante. Ouais. Elle a un prix raisonnable, validé, donc tampon JDH. C'est ça, ouais. Par contre, vraiment, dans les faits, est-ce que tu penses que ça va servir? D'autant que, si j'ai bien compris, aujourd'hui, le SLI, c'est un truc qui est un peu en train de disparaître. Tu vois, aujourd'hui, Nvidia pousse moins le SLI qu'avant. Ouais, mais cette carte mère n'est pas du tout faite pour les gamers à la base. Hein. C'est vraiment. Ah bon? Non, étonnant. C'est vraiment une carte mère de station de travail. Donc, en gros, moi, tu vois, si je veux faire du rendu 3D, qu'est-ce que je fais avec mes 7 ports PCI Express? Bah, déjà, je mets 4 Titan X dedans. En quad SLI, il m'en reste 3. Et dans les 3, je mets mes SSD en PCIe, en fait. Donc voilà, tout simplement. Mais SSD. Bah oui. Rappelle-nous le prix d'un SSD en PCIe. 1 Tera 2 en PCIe un peu performant, t'en as pour 1200 € pour 1 Tera 2. Toi, t'en mets plusieurs pour être sûr. T'en mets 3. On sait jamais. T'en mets 3. Un pour le système et 2 en RAID pour le rendu. En RAID pour que ça aille encore plus vite. Donc. Ben non, surtout pour la sécurité. C'est pour la sécurité. Il y en a un qui fail, t'as l'autre qui est là. Et voilà, donc c'est en fait, non mais. Vraiment, trêve de plaisanterie, c'est vraiment la carte mère faite pour les pros. Les mecs qui ont des besoins de grosses stations de travail. Voilà, 630 €. Quand tu as une config à 10-12 000 €, finalement, tu regardes pas trop quoi. Bah, c'est le prix des stations de travail, les gars. Est-ce que quelqu'un peut me quoter ça et le mettre dans la GL boîte? Quand tu regardes pas trop, 630 €, tu regardes pas trop. C'est ce qu'on aime avec Pentaro. Allez, on enchaîne sur autre chose de tout aussi raisonnable. Ah oui, raisonnable. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le JDH maintenant a quand même une emprise sur tous les constructeurs mondiaux de matériel. Bien sûr. Voilà, on a maintenant, tu vois, on rayonne à travers le monde entier. Un peu trop en ce moment d'ailleurs. Voilà, et comme en fait, on a montré la semaine dernière le petit PC portable Asus entre 6 000 et 7 000 €. C'est estimé. C'est une estimation. Chaque fois que tu parles du rayonnement du JDH, on revient toujours à Asus en fait. Bah, ils sont quand même assez centraux. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, comme y a Acer qui a regardé le JDH, ils se sont dit non, mais là, ça va pas du tout. Là, ils ont fait un PC portable. On fait pitié, faut qu'on réagisse. Et du coup, ils ont décidé de sortir eux aussi leur mégaton, leur super PC portable avec, accrochez-vous bien, là j'ai trouvé ça tellement fabuleux, un écran incurvé. Déjà pour un PC portable, un écran incurvé. Attends, est-ce que ça veut dire que le clavier aussi est incurvé? Voilà. Un écran. Mais comment tu fais un PC portable incurvé? Incurvé, attends, c'est pas fini. Taille d'écran 21 pouces. Ah ouais. C'est transportable en fait. Voilà, c'est comme le PC qu'on a la semaine dernière, c'était 18 pouces 4K. Donc là, c'est un écran. Tu transportes pas le truc. 21 pouces incurvé. 21 pouces quoi. Bah tranquille quoi. Enfin, oh ouais, non, mais moi je le rentre dans mon sac à dos, easy, ouais. Voilà. Donc ensuite 2560 par 1080 la résolution de l'écran en IPS. Alors attends, qu'on m'explique là. Tu as bien dit 21 pouces incurvé. C'est ça. Par contre, tu viens de dire que l'écran là, il est Quad HD, il est pas 4K. C'est ça.
Alors que le Asus avait un écran plus petit et 4K. Quel est l'intérêt de mettre un écran plus grand? Non, pas Quad HD, pas 4K. non plus. Non. Surtout que l'intérêt d'une dalle aussi petite en Ultra HD, il est nul. Mais c'est 21 Je parlais de l'Asus. Une dalle de 17 pouces en Ultra HD, mais c'est débile. Moi je suis content d'avoir l'Ultra HD, moi je suis content. Mais c'est débile. Plus j'ai de pixels, plus je suis content. Moi je suis d'accord avec Yamato la taille de l'écran, enfin. Là, Quad HD 21 pouces, on commence à parler. Chrono? Moi je suis d'accord avec Yamato que 21 pouces Quad HD, c'est déjà un peu plus raisonnable, mais pour de vrai cette fois-ci. Pas raisonnable JDH. 21 pouces Quad HD. Ouais. Moi, mais c'est déjà encore petit en fait comme diagonale. Ouais, ça fait trop la densité des pixels, elle est telle que finalement, est-ce que tu vas voir la différence? Mais regarde, il y a bien des écrans de téléphone 4K. Mais ouais, mais tu la vois, des écrans de téléphone. Ça, c'est pour la VR. Ça commence quand même. Mais c'est uniquement pour la VR, parce qu'un écran 4K sur un smartphone, mis à part te tuer ta batterie, ça sert à rien. En tout cas, tout ça pour dire, moi je suis étonné que le portable d'Acer ait un écran incurvé 21 pouces et qu'il soit pas 4K. Bon, continue sur la fiche de spec. Ok, donc bien sûr un SLI 2080. Bien évidemment. Ça devient la norme en fait. Pas d'autre. Bah oui, en fait, ça devient normal quoi. Bah oui, ça devient la base. Ouais, ça devient. Le prix aussi devient normal ou comment ça se passe? Attends, c'est pas fini. Donc un CPU. Donc pour l'instant, donc il y a 5 ventilateurs à l'intérieur. Donc il n'y a pas de water cooling. Eux, ils sont restés sur les bons vieux ventilos. Ah, ça doit faire un boucan. Je pense que ouais, tu dois avoir des décibels qui doivent cracher. Tu sais qui décolle. C'est la base des Avengers. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, 1080 desktop évidemment. On demande la précision sur le chat. Non, en fait, maintenant, comme tu sais, les 1080, tu ne fais plus la différence entre le desktop ou le mobile. Ouais, c'est les mêmes. Enfin, en gros, il y a 10% t'as 10% de perf en moins. Voilà, t'as 10% de perf en moins. Maintenant, quand t'as 1080 dans un laptop, donc là, t'as un ciel 1080. Un petit CPU pour l'instant Skylake, mais ils vont mettre du Kaby Lake à terme, donc la nouvelle 7ème génération, comme le dit Intel, qui va arriver à l'Algérie. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 4 Tera de stockage en SSD. Bien évidemment. Oui, 4 Tera, oui. Bah oui, quand t'as 21 pouces d'écran, t'as de la place pour mettre du truc. Ok. Voilà, et petit détail qui va te plaire, 64 Go de RAM. Voilà. Vous voyez quand même tes yeux qui brillent d'un coup. Vous voyez qu'on se fout de ma gueule ici chaque semaine depuis un an, mais le travail porte ses fruits. Tu vois, les constructeurs commencent à se dire les joueurs veulent de la puissance, veulent de la capacité de RAM, ils mettent 64 Go et sans déconner, plus sérieusement, vu les prix que coûtent ces ordinateurs, c'est pas honteux d'avoir 64 Go. Tu vois, tu dis je paye autant que ça, je veux 64 Go. Ça servira jamais à rien. Et moi, je réclame même 128. 2017, 128. Ok, bref. Un système d'eye tracking donc, qui permet de piloter des jeux avec, en fait, il s'analyse là où tu regardes et tu peux piloter des jeux. Je crois que c'est le dernier Deus Ex, hein. C'est ça qui fait ça, qui te permet de piloter la caméra qui suit tes yeux. C'est ça. Et donc tu peux piloter potentiellement tes jeux rien qu'au regard en fait. Donc si tu tournes les yeux à droite, ça va pivoter ta caméra. Alors il me semble qu'on en avait déjà parlé, c'était peut-être avec toi Chrono, je sais plus, mais Krakou qui avait testé. Mais dans les faits, il n'y a pas tant de jeux que ça qui sont compatibles. Je crois qu'il y en a 2 aujourd'hui. Ouais. Bon. Ensuite un son en 4.2. Voilà, c'est pas du 5.1, c'est du 4.2 le son. Ok, bah pour un laptop, oui, il faut sûrement faire des concessions. Ouais. Voilà, il y a une petite fenêtre pour voir un des ventilateurs. Tu vois, si tu kiffes voir ton ventilateur tourner, t'as une fenêtre pour le voir. Ça c'est bon. Un clavier numérique, attention, qui se retourne pour se transformer en touchpad. Donc sur le côté, ton clavier numérique, tu le swap, hop, et t'as un touchpad à la place. Je sais pas si on avait un visuel technique. Si, il y a une vidéo, théoriquement. Il a passé la vidéo au début. Elle est déjà passée. Tu peux la remettre, je veux bien que tu la remettes. Et donc, moi, ça me fait rêver. Au niveau du poids, ça va faire 8 kilos. 8 kilos. Voilà, donc 8 kilos. 8 kilos, oui. 8 kilos. Alors attendez, pour revenir, attends, pour remettre les choses en perspective, le Asus qu'on a montré la semaine dernière. Et déjà, il était costaud, il faisait aux alentours de 6 kilos. Avec la base. Donc là, sans la base. Donc là, on est au-dessus du poids. Avec la base, il fait 8 kilos. Effectivement, avec la base, l'Asus faisait plus. Mais donc, on est vraiment devant des bestiaux assez impressionnants. C'est ça. Et donc, il sera disponible en janvier 2018. Ah oui, d'accord. 2018. Oui. Mais c'est quoi? C'est pas comme Asus, on fait en mode, vas-y lol, on fait un concept pour le rigolo. Et en fait, le truc, mais ça veut rien dire. Attends, mais en 2018, mon gars. Ils l'ont présenté à l'IFA de Berlin, d'accord. Et en fait, ils ont dit janvier 2018 parce que ça ne sera fabriqué que sur commande. Ça veut dire que t'as 0 stock. C'est-à-dire que le truc, il va coûter tellement cher que même eux, ils veulent pas se permettre d'avoir du stock. Viens, on fait un Kickstarter, le JDH, et on le commande. On le commande. On le commande et on le fait gagner. On le commande et on le fait gagner. Putain, ça serait les seuls au monde à l'avoir. C'est ça, tu vois. On est sûr que tu veux venir régulièrement, Chrono? Je commence à me poser des questions. Non, mais blague à part, moi je pense que ce genre de matériel-là, clairement, tu dis sur commande, mais il y a une logique qui est simple, c'est que les gens se disent, ok, on va mettre vraiment mort, enfin, encore beaucoup plus.
pour que les gens qui ont vraiment envie de se faire un truc, mais ouf godin, puissent se le faire, mais ils vont y mettre le prix, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a 60 gigas de RAM. Honnêtement, moi je prévois 10 pièces vendues, c'est-à-dire, allez, 3 aux États-Unis, 5 en Arabie Saoudite et 2 dans les restes du monde, tu vois. Je suis d'accord avec ça. N'oublie pas Monaco et la Suisse. Peut-être, il y a du potentiel. Il y a un potentiel. Après, moi, il y a un vrai potentiel parce que vu le volume du truc, je pense que pour faire des go fast, c'est pas mal. Parce qu'à mon avis, tu mets tellement de dope à l'intérieur que le mec il va en acheter un, il va le désosser. Ouais, je viens du 9-3, excuse-moi, c'est voilà. Le journal de la cocaïne. Voilà, c'est naturel, il revient au galop. Bref, non, mais en fait, pour en parler un peu sérieusement, c'est une vitrine technologique comme on a vu le portable d'Asus la semaine dernière. C'est-à-dire que voilà, c'est Acer a voulu montrer tout son savoir-faire en disant bah voilà, vous voulez du lourd. Boum, voilà du lourd. Voilà, mais c'est marrant cette espèce de surenchère parce que là on se demande maintenant si MSI va pas arriver la semaine prochaine avec un quadruple SLI. Il fait 30 kilos et 8K. Ouais, voilà. 8K. C'est ça. Oui, non, mais 8K. Et ce serait marrant de voir ça. C'est assez rigolo. Moi j'aime bien. C'est comme les constructeurs de voitures qui font leur supercar, voilà, qui vendront jamais. Et t'as des trucs avec 1300 chevaux. En tout cas, merci beaucoup de nous faire rêver, Pentaro. Et c'est ce genre de choses qu'on va voir dans le JDH. Donc bientôt sur le Kickstarter, vous pourrez le gagner. Des produits que nos viewers peuvent envisager d'acheter. C'est ça. En vendant un rein et une maison, peut-être. On va enchaîner parce que du coup on a pris pas mal de retard. Alexa et Echo. Ouais, donc vous vous rappelez d'Alexa, en fait, c'est l'intelligence artificielle d'Amazon qui existe donc sous forme de petites appliances qu'on a chez soi et qui on peut communiquer, etc. Et on va bientôt pouvoir contrôler les Sonos avec. Donc les Sonos, c'est les systèmes d'enceintes connectées, voilà, qui ont une excellente qualité que j'ai chez moi et que je kiffe tous les jours. D'ailleurs, toi, en plus, t'as entendu le son des Sonos. Elles sont très très bien et Ken Bogard a aussi validé. Voilà, c'est ça. Donc c'est validé par vous. Bientôt, on va pouvoir piloter à travers l'intelligence artificielle mes enceintes. Donc je vais pouvoir dire, Alexa, tiens, joue-moi de tel artiste, monte le volume, descends le volume. Tiens, oui, c'est Siri. C'est Siri pour tes enceintes. Sauf que là, actuellement, Sonos à la base voulait développer une intelligence artificielle pour piloter ses enceintes. En fait, ils sont mis en partenariat avec Amazon. Voilà, donc comme ça, on pourra lui dire. Regarde, c'est bon ça. Voilà, ça, c'est grâce à Sonos. Exactement. Et donc Amazon, tu pourras discuter avec ta petite Echo et dire tiens Alexa, je veux écouter quel est cette morceau de musique qui est en train de jouer. Voilà, et Alexa, pendant que tu fais tes petits pancakes. Exactement, tu pourras dire tiens, mets-moi de la musique dans la salle d'eau ou éteins la musique dans le salon. Enfin là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc ça va arriver en 2016. Donc vu que j'ai Alexa et vu que j'ai des Sonos, comptez sur moi pour faire des tests à la maison. On va bien se marrer avec. Allez, il faut qu'on accélère un peu, Pentao. On enchaîne avec Thermaltake. Thermaltake, donc vous vous rappelez Thermaltake, c'est le fabricant de la petite tour qu'on a montée ensemble avec Yamato. Il n'y a pas très longtemps. D'accord, c'était donc une Thermaltake. Exactement, c'était une Thermaltake. Et donc, ils ont lancé une nouvelle tour que j'aime beaucoup parce qu'elle a une fenêtre papillon, tu vois, pour voir en fait le plus possible de ta la tour. Voici, merci Tech. Voilà, exactement. Donc, ça donne un super côté esthétique, je trouve. Donc, pour tous les esthètes qui veulent pas un boîtier open air comme moi j'ai où il y a carrément pas de carcasse. Voilà, je pense que c'est un très très bon compromis. Donc tu as une option d'éclairage LED des ventilateurs, une option d'installation verticale du GPU. Tu as vu, le GPU en fait est installé comme ça pour mieux kiffer mais c'est incroyable comme les PC sont en train de devenir, enfin c'est pas nouveau, hein, c'est un truc d'il y a 10 ans, mais là le côté j'ouvre mon PC et je fap sur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est en train de prendre des proportions hallucinantes parce qu'on a vu que les dernières 1060 que montrait Krakou notamment, t'avais un éclairage RGB comme sur les claviers et machin, et tes cartes graphiques aujourd'hui te font des jeux de lumière. C'est pas fini parce que là Asus est en train de bosser sur un logiciel pour coordonner tout l'éclairage en fait. Tout l'éclairage de ton composant. C'est-à-dire que si tu as une carte mère Asus, une carte graphique, une carte son, un clavier, un casque Asus, tu as un logiciel qui va synchroniser l'éclairage de tout ça à la demi-seconde près, quoi. Tu peux presque créer faire des créations visuelles. Tu vas pouvoir faire un son et lumière. Tu peux faire une petite boîte de nuit ou tu peux faire je sais pas des dessins du si tu vis en studio avec ta meuf, faudra pas qu'elle espère de dormir la nuit avec ce genre de dispositif, ça c'est sûr hein. Voilà, mais son et lumière son et lumière avec vos PC, donc ça va être bien rigolo. Voilà, donc pas de prix encore d'annoncer, il s'appelle le View 27 et franchement, je trouve bien cool et ça accepte très important des radiateurs de 360 mm. Au moins, si vous l'achetez, vous serez pas c'est hallucinant de voir comme dans le monde du gaming, tout s'harmonise, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des boîtiers de plus en plus ouverts, mais il y a aussi des cartes graphiques de plus en plus décorées, des ventilateurs aussi, etc. Et donc, voilà, ils se mettent bien tous d'accord pour nous pousser dans une direction très raisonnable, comme on peut le voir chaque semaine. Donc ça, c'est l'influence des modeurs de PC aussi. Ouais, clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas juste j'ai un PC. Je veux mon PC. J'ai un PC, c'est mon PC. C'est mon PC, il est personnalisé. Il y en a plusieurs comme ça, mais lui, c'est le mien. Regarde ce qu'il fait, le mien le le fait pas. Enfin, mon PC, c'est mon vrai copain. C'est ça. Voilà. Bon, alors on passe à Badoo et Nvidia. Qu'est-ce qui se passe chez Nvidia? Ça drague chez Nvidia? Badoo.
c'est Badoo. Non, ça te dit quelque chose, Badoo? C'est l'ancêtre de Tinder. Pourquoi tu parles de ce site du mal? Je vois les news de Pentaro, il veut parler de Badoo. C'est Baidu, qui est le moteur de recherche numéro 1 en Chine. Quels sont les Baidu? Dis-moi les bails. Bref, donc Baidu en fait, qui est un moteur de recherche en Chine, donc c'est l'équivalent de Google en fait, mais chinois. D'accord. Qui s'allie avec Nvidia pour faire une voiture intelligente, connectée, autonome. Voilà, donc ils vont clairement concurrencer les Google Cars, qui sont des voitures autonomes également. Donc sachant que Nvidia, eux, ils ont toute la technologie pour les voitures embarquées, la détection de l'environnement, et Baidu, eux, ils sont très forts en intelligence artificielle. Et donc ils ont décidé officiellement de se mettre ensemble. François Baidu. Voilà, pour lancer. On voit ça suffit. La version chinoise. Ça va trop loin. On voit la petite BM là, justement. Donc Nvidia, Baidu, donc ils ont eu l'autorisation maintenant de circuler en Californie pour faire leur test grandeur nature. Voilà. Ils vont californiquer avec Badoo. C'est ça. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, c'est fou parce qu'on parle très, très, très souvent de conduite autonome et ce genre de choses d'IA. Et d'ailleurs, teasing, on est en pourparlers avec Ken Bogard pour peut-être l'envoyer au salon de l'auto. Et vous vous souvenez qu'il avait fait un sujet sur la Tesla, notamment avec Penta. On va essayer de refaire des choses de ce côté-là. Donc voilà, French Journalist et Ken Bogard peut-être bientôt. J'aurais mon accred salon de l'auto. C'est pas facile, mais je vais voir ce que je peux faire. Putain, ça serait la classe. Ouais. Ensuite, donc j'enchaîne sur les news. Qualcomm. Qualcomm qu'on connaît bien, fabricant de puces, etc. Qui a enfin compris qu'un casque de réalité virtuelle sans fil, c'était peut-être pas mal. Et c'est pas facile à faire. Justement, voilà, ils en ont lancé un. Donc c'est un casque tout en un. Voilà, c'est le 18e casque VR de l'année. Ouais, sauf que lui, donc voilà, il a tout en un. Donc il a l'écran, il a tout le système. Voilà, donc c'est vraiment autonome. Okay. Donc c'est un écran en 1440 par 1440 à 70 Hz, sachant que le Vive et le Rift sont à 90 Hz, donc des meilleurs écrans en définition, mais moins en rafraîchissement. Il y a 2 caméras pour le eye tracking, ça devrait être dispo fin 2016. Et en fait, c'est plus pour vendre à des intégrateurs que le vendre eux-mêmêmes. Voilà, donc on s'est plus orienté marché professionnel. S'ils veulent développer des applications avec un casque réalité virtuelle, ne pas avoir besoin de PC à côté, au moins ils ont le casque tout prêt. Pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction. C'est-à-dire que je sais pas ce que vous en pensez, mais la VR avec un fil, c'est juste pas possible. Je pense que c'est un truc, c'est une hérésie et qu'on est au tout début et que dans 10 ans on dira souviens-toi quand on avait ce truc débile. Et en plus, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également une autre marque qui est en train de lancer un casque, et pour eux ils ont tout compris, qui permet de streamer la VR dans le casque. Et ça, je trouve que c'est la bonne solution. C'est-à-dire que du coup, tu aurais le rendu calculé par ton PC, donc tu aurais la puissance de ton PC, tu aurais ton casque sans fil, et en fait, ça serait streamé dans ton casque. Donc j'espère que ça existe déjà, le HDMI sans fil, cela dit. Voilà, sauf que là, du coup, tu as 2 écrans, tu as de la latence à prendre en compte, etc. Bref, mais en tout cas, ça commence à venir, les vraies bonnes idées pour la VR, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, une dernière news sur Alexa, justement, l'intelligence artificielle d'Amazon. Tu as déjà parlé de ça? Oui, justement, qui arrive sur PC. Voilà. D'accord. Donc vous avez Cortana actuellement avec Windows 10 sur votre PC, donc vous pourrez avoir bientôt Alexa sur votre PC. Donc le but affiché, enfin pas affiché d'Amazon, c'est justement toujours l'auto-apprentissage. Donc plus on va lui poser de questions, plus elle va devenir intelligente, plus ils pourront récolter de données, plus ils pourront les analyser et plus ils pourront se faire du blé, parce que c'est bien ça l'intérêt quand même d'Amazon, c'est de se faire du pognon. Et une IA, plus on lui pose de questions, plus elle devient intelligente. Donc voilà, Amazon. Je rappelle que Twitch appartient à Amazon et qu'on s'excuse auprès d'Amazon pour ce que vient de dire Pentaro et qu'on adore. Je rigole. Alors je vais sortir l'argument chinois. J'ai des potes chez Amazon qui bossent chez Amazon. T'es tranquille. Bon, je commande chez Amazon, donc ça va. T'es tranquille, c'est bon. Non, mais je plaisante. J'ai pas de potes qui bossent chez Twitch, par contre, donc c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup. C'est comme Nvidia. Penta pour ce tour de l'actu. J'ai une petite en X, alors je peux dire ce que je veux. Il y en a des potes chez Nvidia aussi. On est super à la bourre, donc on va se dépêcher avec Chrono qui lui, explique-moi pourquoi Chrono, mais veut parler de Forza Horizon. Alors c'est pas que ça fera pas plaisir à Pentarou, voilà. Mais Chrono veut attaquer sur du Forza 3. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'essayer la version donc définitive du jeu récemment, mais je vais pas en parler parce que j'ai pas le droit. Très bien. Hein. Faut que t'attendes le 5. Non, faut que j'attende le 12. Non, pour montrer les images. Mais t'attends le 5 pour le droit. En plus, t'as cramé ton NDA là. T'avais pas le droit d'en parler avant le 5. Non, le RP de Xbox m'a dit que je pouvais dire que j'avais vu le jeu en version finale. Voilà, et que pas le droit de parler. C'est un vrai journaliste. Excuse-moi, je connais mon travail. Merci. Donc, du coup, j'ai pu tester Forza Horizon 3 et j'ai surtout pu voir la version PC. Et en fait, moi, j'avais pas mal d'interrogations sur la version PC de ce jeu-là parce que on connaît la mésaventure de Microsoft avec leur Windows Store et le PC avec notamment Quantum Break, une GTX 1080, 32 Go de RAM, un Core i7 6700K. En 1080p, ça trouve le moyen quand même de ne pas tourner correctement. C'est vrai. Il y avait un problème très grave. Donc moi, je suis arrivé devant monsieur Ralph Fulton et je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, il faut vraiment que vous me donniez des réponses sur la version PC de Forza Horizon 3.
Et là, il m'a dit, déjà, il m'a montré le jeu, comment il tournait sur PC en 4K, 60 images par seconde, avec une Titan X. Mais malgré tout. Avec seulement une Titan X. Avec une Titan X. Raisonnable. Raisonnable. Tout à fait raisonnable. C'est-à-dire que là, c'est pas du SLI, c'est une seule carte. Non, mais aussi, c'est bien. Aussi, c'est le jeu affiche quand même des choses très jolies. 4K, 60 images par seconde, ça n'a pas bronché une seule fois. Et il m'a certifié plusieurs choses. Premièrement, il m'a dit que le jeu avait été développé d'entrée de jeu sur PC. Pour le PC, c'est pas un portage de la version ça c'est une Xbox très bonne nouvelle. Ouais. Il a pas pu me montrer parce qu'il y avait une dame derrière qui surveillait. Mais il y a plusieurs sliders en fait pour tweaker le jeu à sa guise. Donc pour de vrai, comme n'importe quel jeu PC en fait décent. Ouais. Aussi, le jeu passe du clavier souris au contrôleur en seamless comme on dit, et beaucoup de volants seront compatibles, ce genre de choses. Et il m'a dit que ça a taffé. Il y a eu du travail. Donc moi, du coup, je lui ai dit que j'étais très curieux parce que bon, c'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter les gens qui vendent leur truc parler, quoi. Oui, bah oui. Mais là, j'ai dit que j'étais vraiment curieux de voir. Il faut savoir que c'est le deuxième jeu, donc Xbox Play Anywhere. Et le premier, c'est Record. Exactement, qui sort le 13. Et du coup, le 13 septembre. Ouais. Record, ça sort le 13 septembre. Bah, évidemment. Réveille-toi. Hein. Quelques jours. Merde. Eh oui. Et du coup, en fait, quand on regarde les specs recommandés pour le Forza Horizon 3, alors c'est quoi? Alors, pour recommander, il demande une 970, 12 Go de RAM, et puis ils disent Core i7, mais bon, tu sais, ils disent Core toujours i5, Core i7, Core version i5, 3000, je sais pas combien. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, en tout cas la manière dont ils m'en parlaient, j'ai eu en tout cas envie de croire que ce serait enfin un bon jeu sur Windows Store d'un point de vue des performances, sachant que la seule exception sur Windows Store qui fonctionne bien, c'est Forza Motorsport 6 Apex en version bêta. C'est l'un des rares jeux qui tourne c'est-à-dire que le parfaitement. studio a déjà un bon background sur la qualité des jeux PC. Celui-là, c'est un portage, et là, on parle vraiment d'un jeu fait pour le PC. Donc voilà. Écoute, ça c'est assez encourageant et ça fait du bien de voir une bonne version PC, quoi. Ralph Hutton, en fait, c'est le créa director de Forza Horizon 3 pour ceux qui connaissent pas. Même de tous les Forza Horizon. D'ailleurs, le boss de Playground Studio qui a créé les Forza Horizon. Ok. On enchaîne mon petit chrono avec Google qui change de stratégie sur les smartphones, c'est ça? Voilà, en fait, je sais pas si les gens se rappellent du projet ARA. C'était un projet assez... C'était un projet de smartphone modulaire. Très ambitieux. Assez ambitieux, voilà, on a quelques images. Voilà. C'était ces smartphones que tu pouvais un peu démonter et remonter à ta guise et faire le smartphone de tes rêves en changeant des éléments. Non, même pas. Il y avait deux VPN en fait, il y avait deux avantages à ça. Premièrement, d'un point de vue de la réparation, c'est-à-dire que si jamais ton écran se casse, tu le switches rapidement, tu rachètes un écran simplement. Tu changes pas tout. Bah oui. Voilà, et puis aussi le côté contre l'obsolescence programmée. Donc du coup, en fait, si jamais tu avais un APN de 8 mégapixels et que tu voulais passer à 16 ou bien à 20, paf, tu changeais ton truc pour un prix raisonnable. Et puis, mais ça, c'était une super idée génial. Sur le papier. Ouais. Mais là, en fait, d'un coup d'un seul, Google a suspendu en fait le projet, selon Reuters. Et il faut savoir que le projet a quand même pas mal changé en 3 ans. Quand il a été annoncé en 2014 à la Developer Conference, donc Google I.O. en 2014, et c'était vraiment juste un châssis sur lequel tu posais tout. Aussi bien ton processeur, ta RAM, enfin bref, tu posais tout, et le châssis se chargeait simplement de faire le lien entre les différents composants. Et en fait, quand il a été représenté récemment en mai, donc à la dernière Google I.O., il y a quelques paramètres, quelques composants qui étaient inamovibles, la RAM, la batterie, l'écran. Ils avaient déjà changé un peu, ils avaient déjà changé les choses. Donc du coup, en fait, finalement, il est suspendu, voire même annulé. En fait, on ne sait pas trop, mais en tout cas. Alors moi, je pense qu'ils se sont dit, entre vendre des smartphones raisonnables à des gens comme Pentaru ou Trunks à 800 € tous les ans et leur permettre de changer quelques pièces pour 200 balles et ne pas le changer. Enfin voilà, je pense qu'ils ont eu je pense qu'ils sont pas fait que des amis peut-être avec cette stratégie. De toute façon, ça va dans le sens aussi, clairement. Je pense, de la news que tu vas annoncer sur la marque Nexus. Alors, je vais pas parler de Nexus. Ah d'accord. Malheureusement. Là, je pensais mais de toute façon, mais oui, on peut enchaîner là-dessus pour dire qu'effectivement, en fait, ils sont sur une volonté aussi de grand public. Un truc comme le projet ARA, c'est beaucoup trop spécifique aux power users, aux gens raisonnables, quoi. Donc du coup, c'est exactement ça. Donc du coup, voilà. Ok, bah écoute, c'est un peu dommage parce que l'initiative était super originale et aurait pu vraiment, du coup, profondément changer le marché des smartphones, quoi. Ça ferait pas assez de pognon pour les constructeurs. Hein, c'est tout le problème. Non, mais c'est clair que si tu te disais, je change mon capteur d'appareil photo pour un 16 mégapixels, 20 mégapixels sans changer le reste, ça aurait été très intéressant et du coup peut-être pas assez rentable pour les fabricants. On enchaîne avec cette belle ville de Lyon. Alors, Jean-Michel Aulas. Alors à Lyon, une première mondiale dans notre ville française.
il y a un il y a un test de bus sans chauffeur, en fait, qui conduit donc sur les routes de Lyon. Deux minibus sont actuellement en circulation, qui peuvent accueillir jusqu'à 15 passagers. Et en fait, c'est une collaboration entre la société Keolis, qui est spécialisée dans le transport de personnes, et Navia, entreprise dans les solutions de mobilité, qui a permis en fait de mettre en place cette innovation. Et il faut savoir qu'une dérogation a dû être faite auprès du ministère des Transports pour permettre ça, parce que c'est interdit de faire rouler des véhicules sans chauffeur dans les rues entre guillemets publiques, quoi. Bah, tu m'étonnes. Enfin, j'imagine que le monde n'est pas encore prêt, quoi. Bah, et c'est étonnant qu'ils aient pu faire ça à Lyon. Enfin, je veux dire, Lyon, c'est quand même pas le patelin un peu désert. C'est ce qu'ils font en Californie depuis au moins 5 ans, où des véhicules autonomes qu'on roule dans le Nevada et en Californie depuis 5 ans. Donc c'est juste qu'en France, on a encore 5 ans de retard, quoi. Ouais, mais sauf que pour les véhicules autonomes aux États-Unis, tu vois, c'est pas public entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des gens. Bien sûr que si. Ça circule dans toutes les rues de la Silicon Valley depuis 5 ans. Oui, mais je sais, mais c'est public, hein, c'est pas un circuit fermé, quoi. Non, mais c'est particulier, je veux dire. Alors que là, c'est des gens comme toi et moi tu vas à Lyon, tu as besoin d'aller d'un point A à un point B, tu peux monter dans le bus. C'est un transport public gratuit. C'est ça que tu veux dire, c'est que toi, en fait, c'est pas un transport. En Californie, c'est juste 1 ou 2 personnes dans la voiture. C'est ça. Toi, c'est 15 personnes d'un coup qui confient leur vie à une IA, quoi. Exactement. Bon, bah écoute, c'est cool de voir qu'il se passe enfin un truc à Lyon. Oh, je rigole. Monsieur Sapin, monsieur Atto, des bisous, on pense à vous. Je fais des bisous au chat et aux Lyonnais qui nous regardent. C'était une plaisanterie de sale parisien. En tout cas, c'est cool, mais après, franchement, faut pas avoir peur de monter dedans. Moi, je monterai pas dedans. Sur le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il roule à 30 km/h et apparemment, il est bardé de radars, de sortes de radars. T'as des airbags à chaque. Pour éviter. Vaut mieux un truc avec une IA qu'un chauffeur bourré RATP qui se prend les ronds-points à 50, hein, perso. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, quoi. Ouais, puis au moins là tu peux pas agresser le chauffeur. Pour les circuits de nuit, c'est vachement sécurisant pour le coup. Au moins t'es tranquille, hein. Ah, le chat qui me fait, il parle, il a même pas la fibre. Ah, ça fait mal, là, je peux rien répondre à ça. Ah, ils m'ont tué là, vous m'avez complètement cassé le chat. Ok, on enchaîne mon petit chrono avec quoi? Les nouveaux portables Alienware qui ont été présentés à l'IFA. Oui, intéressant ça. Alors Alienware, parce que ça bouge tellement chez MSI, Asus et Acer que Alienware, est-ce qu'ils sont pas un peu à la traîne maintenant? Non, enfin, ils ont présenté des choses tout à fait normales et raisonnables. Ils ont présenté leurs nouveaux Alienware 13, 15 et 17 avec des cartes graphiques Pascal dedans. Donc pour le 13, ce sera une 1060. Pour le 15, 1070. Pour le 17, une 1080. Pas de chez les autres aussi. Ouais. Pas de SLI, pas de frioriture, que du concret. Donc 16 à 32 Go de RAM. Et le petit avantage, la petite touche entre guillemets d'Alienware là-dessus, c'est ce dont parlait Pentaro tout à l'heure, c'est que au-delà de Windows Hello qui permet de déverrouiller l'ordinateur avec l'Iris, il y a aussi la technologie Tobii, donc qui est dans les jeux Deus Ex et The Division, qui permet de faire du eye tracking en fait sur les jeux vidéo, qui permet d'allumer l'ordinateur directement. Donc en fait, ton ordinateur est éteint, tu regardes le logo Alienware et paf, il s'allume. Tu le regardes et il comprend. Mais ça, c'est fou, quoi. Paf, il s'allume. Tu le regardes et il s'allume. Il s'allume. Et tu le regardes méchamment. Et tu vois, il baisse sa luminosité, il baisse les yeux. Toi, tu fais une baston de regard. Il y a le capot qui baisse, tu fais une baston de regard avec ton ordi. Il fait ah, c'est mortel. Mais si tu lui fais un clin d'œil coquin, il se passe pas. Il te met pas YouPorn ou un truc comme ça. Alors, je pense pas. Par contre, si tu enlèves les yeux de l'écran, le clavier rétroéclairé s'éteint. Ouais. Et puis aussi, il est compatible bien sûr avec tous les jeux Tobii comme Deus Ex, qui fait que quand tu détournes le regard, ça se met en pause, quoi, ce genre de choses. Donc, ok. Bah écoute, c'est une originalité au moins. Oui, c'est quelque chose de plus. Chez Alienware. Ça sort le 4 octobre pour les versions 13 et 15 pouces et en novembre pour la version 17. Un prix certainement très abordable. Je pense à un prix raisonnable, autour de 3 000 euros. Bon, on termine. Ah oui, parce qu'on est là. Bon, alors t'as 1 minute pour nous parler du Wall Street Journal. Qui affirme que la NX en fait aura des cartouches et pas de support optique. En fait, c'est fou. Finalement, il n'y a rien d'étonnant à ça. Alors oui et non. Enfin, je sais pas parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la NX c'est clairement plus une console à ranger du côté des portables. Parce que voilà, la 3DS c'est cartouche. Ce serait peut-être plus quelque part le successeur de la 3DS. Nostalgie, tout simplement, ceux qui ont connu les cartouches de la N64, de la Super Famicom, etc. Pourquoi des cartouches? Tu peux faire du démat, tu peux faire. Non, mais démat et Nintendo, c'est pas compatible. T'as vu le réseau pourri qu'ils ont. Alors attendons les explications de Krakus, de Chrono, c'est quand même ça bizarre. Alors moi, j'ai pas d'explication concrète à vous donner là-dessus, attention, hein, mais par contre, j'ai des spéculations qui, à mon avis, ont du sens. Premièrement, déjà, en fait, comme tu disais, la console, elle est censée, entre guillemets, d'après ce qu'on sait, être une sorte d'hybride entre une console portable et une console de salon. Donc, pour le côté portable, ça, c'est certain. Un disque comme ça, ou même plus petit, ce serait peut-être un peu gênant. Deuxièmement, maintenant, des cartouches, enfin, des cartes, entre guillemets, de stockage, ça peut monter
très facilement dans les gigas. Mais c'est vrai qu'on n'y réfléchit pas beaucoup. Même mais le 32 terrain, gigas maintenant, ça coûte plus rien. Ça coûte rien du tout. 32, 64 gigas de mémoire, ça coûte que dalle. Du coup, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier avec un Blu-ray qui est fragile, tout ça, alors que très juste. Pour les gamins et pour le grand public, voilà, c'est super. Ouais, mais il y a la notion de cartouche et c'est pas la même que de carte micro SD. Enfin, tu vois, c'est une question d'appellation, mais ça reste de la mémoire flash. On parle de cartouche pour la 3DS, alors que la 3DS, ce sont concrètement des petites cartes, quoi. Quand on regarde bien, ça ressemble plus à une carte SD qu'à une cartouche. Donc la capacité pourrait être tout à fait suffisante. Et puis, il y a aussi le principe de base qui était celui de la NES et de la SNES. C'est que si tu voulais sortir des jeux sur NES ou SNES, tu devais acheter des cartouches à Nintendo et tu devais payer des thunes à Nintendo parce que c'était des cartouches Nintendo. Tu penses que ce serait pour ça? Même niveau anti-hacking, niveau anti-piratage. Il me semble que c'est toujours le cas. Ils vont sortir un format bien propriétaire, bien sécurisé, comme ça, ça évitera aussi qu'ils se fassent pirater leur truc. C'est vrai que Nintendo, ils ont toujours été... Le piratage sur la Wii, ça a été assez violent, mais sur Wii U, ça commence à peine à balbutier. D'ailleurs, c'est des disques optiques en plus. C'est des disques optiques, ouais. Ouais, mais sur Wii, il y avait beaucoup de piratage. Ah ouais, la Wii, c'était super facile à craquer. Tu branchais un disque dur 320 gigas, t'avais tous tes jeux dessus, c'était la fête du slip. Ah, d'accord, ok. Tu pouvais jouer à Tectonic et à Plus belle la vie. C'est génial, le catalogue de la Wii. J'exagère. Ok, on termine là-dessus alors, mon petit chrono, il n'y avait plus rien. Il y avait un truc Apple, mais je peux le dire en 2-2 si tu veux. En 2-2, mais parce qu'il y a la keynote mercredi de toute façon, donc dis-le très vite. Ouais, c'est juste que Apple avait un compte Twitter depuis 2011 de tête sur lequel il n'y avait rien du tout, même le logo en fait, l'image de profil c'était l'œuf là. Ah oui, d'accord. Et là récemment, il y a quelques jours, vendredi, ils ont enfin changé leur logo et ils ont eu le compte certifié et d'un coup ils sont passés de 70 000 abonnés à 321 000. Juste en changeant l'image. Et sachant qu'ils n'ont jamais rien tweeté et ils n'ont toujours rien tweeté. Ça veut dire que les gens attendent. Non mais la seule chose qu'ils ont la conf à mon avis de mercredi. Non mais la seule chose qu'ils ont tweeté justement, ils ont fait un tweet sponsorisé. Donc quand tu vas dans leur timeline, il n'y a pas de tweet. Par contre, ce qu'on voit là à l'image, c'est le tweet sponsorisé d'Apple. Et il y a uniquement ce tweet là qu'on peut voir en fait en parcourant Twitter de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts Qu'est-ce qu'ils sont forts en communication? Voilà. Quand même, peut dire ce qu'on veut, ils sont nuls en PC maintenant, ils sont forts en communication. Oh là là, le troll, le pentatroll là. Bon, on est à la bourre de quelques minutes, on balance la courte pause et on se retrouve en fauteuil parce que j'ai mal au dos. Et on se retrouve. Regardez maintenant, on voit mes baskets moches et on se retrouve juste après pour la fin des news et la partie test. Ce sera à 19h. À tout de suite. Des bisous. Petit débile. Et voilà, de retour dans le JDH en direct avec mes chroniqueurs stars. Et figurez-vous qu'il se passe des choses pendant la pause. Pendant la pause, voilà, on se lâche un peu, on parle de pourquoi j'achète des Stan Smith à scratch, des derniers achats de Pentarouche. Je pense que ça peut intéresser le chat de pourquoi tu les as achetés. Chez Dior et chez Cartier. Le peuple veut savoir. Voilà, ce genre de choses. Et on parlait aussi fitness et sport avec Chrono, qui est un grand sportif. Et Chrono, j'avais envie de lui lancer un défi parce qu'on parlait sport. Et c'est un homme qui s'entretient vraiment beaucoup. Avant de passer à la dernière partie des news, Chrono, je te sens capable de faire des pompes à une main. Là, tout de suite sur le plateau du JDH. Allez, Chrono. Des pompes à une main. Allez, Chrono. C'est un bisutage. C'est le bisutage. C'est un bisutage, c'est ça. Tu es le petit nouveau de cette saison. Et on est tous capables ici de faire des pompes à une main. Tout le monde le sait. C'est comme ça qu'on le chat le sait. Le chat le sait. Je pense que le chat confirme. Le chat peut confirmer que tous ici on sait faire des pompes à une main et que Chrono, ce serait bien que t'en fasses une ou deux ou trois grand max quoi. Si t'arrivais à faire ça, franchement, je te garantis que t'as accepté dans la team du JDH. 5 ou 6 voilà. Bah allez, on l'encourage. Chrono. Regardez-moi ça, mais c'est fou. Mais cet homme, oh, 1, 2, 3. C'est pas vrai. Mais t'es un ouf. Mais Chrono. Mais c'est pas possible. Oh merde. Mais c'est pas vrai. Et de 10. Mais il est fou. Mais t'es un taré. Applaudissez-le. Mais je suis. Alors le truc fou, c'est que vous avez vu notre moquette dégueulasse et ça vous étiez pas censé le voir, mais par contre, Chrono. C'est parce que je suis ultra léger. Non, je suis ultra léger, donc du coup ça. On a dit que t'en ferais 2 et là j'en fait 8 quoi. Mais t'es un taré, mais t'es végétal. Mais je m'envole, c'est pour ça. Je suis léger, donc y a rien à porter. Il y avait le ventilo devant, ça fait portance. C'est ça. Mais tu m'as complètement tué, mec. Et en fait, pourquoi je vous spoil pourquoi on parlait de ça, c'est que comment on est arrivé à parler de ça?
C'est Yamato qui fait du sport. Non, ouais, On parlait de Yamato, sport et je crois dans qu'on le sport, on parlait de traction. Et Chrono nous a dit qu'il arrivait aussi à faire des tractions à une main. Donc ce mec, c'est voilà, il a la force d'un Super Saiyan. Bah, surtout que je pèse 25 kilos, tu vois. Donc du coup, c'est plus facile. Non, mais du coup, ta force est un argument de poids pour cette émission. Et sans transition, puisqu'il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, on passe aux news avec Yamato. Yamato et tes news de la semaine. Alors, de quoi vas-tu nous parler, mon bon Yamato? La première chose, c'est on l'a vu, c'était l'IFA la semaine dernière. C'était l'IFA. Et ouais, l'IFA. C'était l'IFA. L'IFA qui est le gros salon européen high-tech, qui est quand même vachement centré sur le grand public aussi. C'est à Berlin, si je dis pas de bêtises. Mais il y a 2-3 petits trucs sympathiques qui sont pas forcément très grand public, comme par exemple ce téléviseur transparent de 55 pouces chez Panasonic. Que en gros, on va le voir de toute façon via la réal, voilà. Donc c'est une vitre. Et puis... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une télé, ça? En fait, voilà, c'est une vitre, c'est transparent, on peut mettre des trucs derrière, c'est cool, et puis d'un coup on l'allume. Truc de fou! Et voilà. Mais c'est... Téléviseur. Mais c'est une tuerie! Mais comment c'est techniquement possible? Alors, sachant que là, on montre complètement allumé, mais on peut évidemment s'en servir pour afficher l'heure et tout le reste est... Enfin, il y a les chiffres et le reste est transparent. Tu fais genre, tu travailles, tu sais, il y a rien, et d'un coup, hop, quand t'es tout seul, t'allumes la télé. Voilà, exactement. Non, il y a pas de télé, monsieur. Et bon, ça, c'est principalement... c'est des trucs qu'on a déjà vu, c'est chez Samsung pour les professionnels. Attends, et tout. Ça doit être raisonnable, ça aussi, comme prix. Enfin, oui, c'est très raisonnable comme tarif, effectivement. Savoir qu'on parle de 20 000 boules. Ouais, 55 pouces. Ah, c'est tout? 15 000. 15 000. Du coup, t'achètes pas que la plaque de verre, j'imagine, t'achètes tout l'armoire. Là, je pense qu'en fait, non, mais là, c'est un concept parce que la dalle en elle-même, tu vas la payer 15 000, mais après, il va y avoir un intégrateur. Après, t'as la dalle quand t'as dépensé. C'est 4K ou pas, au moins pour ce Oui, c'est UHD, oui. Alors par contre, regardez Yamato qui dit UHD. Ah, c'est ultra. Parce que le terme officiel c'est UHD. Est-ce que c'est UHD HDR? Ça on sait pas. Je pense pas, non. L'OLED, le HDR, c'est encore un peu conceptuel. Mais par il contre, commence à y avoir des modèles, mais bon, c'est pas du HDR comme sur LCD. Par contre 15 000, ça semble cher. Et pas si cher à la fois parce qu'il y a des grosses télé OLED qui coûtent déjà très cher. Et là, t'as un truc qui est quand même digne de la science-fiction, quoi. Enfin, je sais pas vous, 55 pouces en OLED maintenant, c'est plus ou moins 3 000 €. Donc c'est pas les 15 000, 20 000 de l'écran LCD transparent comme ça. Ce n'est plus que 3 000 €. Bon, ça, c'est pas pour le salon, c'est pour les affichages commerciaux, par exemple. T'es dans ta vitre comme ça. Et t'as tes affaires dans ta vitrine, et puis sur la vitre, t'as les prix, les promos du moment qui défilent et tout. Enfin, les possibilités sont vraiment géniales, quoi. Bon. Par contre, c'est pas réversible. Ça fait rêver. C'est pas réversible. Si tu regardes de l'autre côté, t'as des modèles chez LG par exemple qui sont réversibles où tu peux effectivement des deux côtés. Bon, par contre, pour les sous-titres, c'est un peu galère. Voilà. Mais là de ce côté-là, de l'autre côté, tu vois en fait, tu vois un petit peu mais moins bien. Tu devines l'image mais tu vois pas précisément. Une question rapide avant que tu passes à la suivante. Oui, entre HDR et LCD, qui paraît donc un meilleur, entre HDR, LCD et OLED, est-ce que vraiment le HDR a une valeur ajoutée concrète? À l'heure actuelle, pas trop parce que le truc du HDR en fait, c'est que c'est une plus grande amplitude entre le blanc et le noir de l'image. En fait, on a un noir plus profond et un blanc plus lumineux. Et les téléviseurs actuels, même haut de gamme, qui sont pas OLED, ils n'ont pas forcément de système qui permet de vraiment avoir un noir très profond et à côté une lumière très marquée. Donc t'augmentes pas ton. Enfin, le but du HDR, c'est d'avoir un plus grand contraste en fait. Et c'est pas terrible pour ça, parce qu'en fait, on est sur un système de rétroéclairage souvent en LED Edge. C'est-à-dire les LED, elles sont disposées d'un côté du téléviseur. Et du coup, quand t'éteins tes LED pour avoir un noir profond, t'éteins une bande entière sur l'image. Et il y a quelques téléviseurs, comme notamment Sony par exemple, qui a annoncé récemment un téléviseur avec 2000 zones de rétroéclairage, ce qu'on appelle les téléviseurs full LED, qui permettent d'éteindre les LED à certains endroits et d'avoir un noir plus profond, et en même temps une luminosité qui peut monter jusqu'à 2000 candela, ce qui est énorme. Un moniteur PC typique en général au maximum c'est 350 candela. Et du coup, là, effectivement, on peut commencer à parler d'HDR, mais les films, en fait, l'exploitent pas vraiment. Il n'y a pas de contenu vraiment HDR à l'heure actuelle sur le marché. Télé, ça fait 5 ans que j'ai l'impression qu'il faut attendre. Ouais, c'est ça. Enfin, globalement, là, en dehors du OLED qui a l'air surpuissant, j'ai l'impression qu'il faut surtout attendre. On enchaîne Yamata là, avec... du coup, moi, ça m'a fait plaisir. On reste chez les télés, non? Toujours à l'IFA, ouais. Philips, qui a décidé, finalement, moi, quand je bossais encore chez Numérique et que j'ai fait un petit voyage chez Philips... Ils nous en avaient parlé, ils avaient dit l'OLED on y pense. Ils ont acheté des dalles chez LG et là ils vont sortir un téléviseur OLED Ambilight. Alors qu'est-ce que c'est Ambilight? Alors l'Ambilight, on rappelle, c'est le système maison de Sony qui consiste à mettre de Philips, pardon. Oh là, Sony, oh là là, fatigue. De Philips, merci Chrono, qui permet en fait, il y a un système d'éclairage derrière le téléviseur qui va éclairer le mur dans des teintes proches de l'image que le téléviseur est en train d'afficher. Moi j'en ai une d'ailleurs. C'est super chouette.
Franchement, au niveau immersion, ça te met cool. Plus dans l'ambiance de ce que tu regardes. Exactement. Moi, j'éteins chez moi, je regarde mon film tranquillement. Ah, mais tu as ça, toi ? Moi, j'ai une télé, un Philips Ambilight. Non, mais t'es tellement fait pour être dans le JDH. Non, mais vraiment, un gentleman. Moi, c'est vraiment très raisonnable pour le coup. C'est très raisonnable, oui. Vraiment, ça va pas coûter très cher, mais non, c'est vraiment sympa comme truc. Bon, très bien. Et du coup, bon, elle est annoncée effectivement donc Ultra HD. Elle utilise une dalle LG. Qu'on connaît, elle embarque aussi le système d'exploitation Android TV que moi personnellement j'aime beaucoup. Même si ça marche bien ça. Je suis un peu inquiet sur le vieillissement de ce genre de téléviseur parce que Android a tendance à évoluer trop rapidement par chaque rapport année, au hardware. Quoi. Est-ce que tu peux le mage Voilà, ça va être la question sur le long terme, mais après, c'est les dernières dalles, elles sont annoncées plus ou moins HDR parce que les dernières dalles OLED peuvent monter jusqu'à 540 candela. Ce qui est beaucoup pour de l'OLED par rapport à il y a 2 ans qui dépassait difficilement les 300. Donc là, on commence à avoir une vraie luminosité sur l'OLED, mais évidemment, le problème de l'OLED, c'est que c'est une luminosité à 340 qu'on va avoir à 500 et quelques sur des zones ciblées. Et si tu mets ton écran en full blanc, t'auras pas cette luminosité aussi forte. D'accord. Mais du coup, comme c'est très localisé, ça permet de faire des images très contrastées. Et sachant que le noir de l'OLED est vraiment noir, en fait, c'est vraiment... En termes de rendu, de toute façon, les derniers TV LG le prouvent et le Panasonic OLED aussi, et qui est également sur une dalle LG. Là, je pense que Philips, avec l'Ambilight, Android TV, plus la dalle LG OLED, on a moyen d'avoir un triptyque vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et là, on parle de 3 000 € pour 55 pouces, ouais. C'est cher, dans l'absolu. C'est le prix d'un OLED. Le marché, c'est le prix d'un OLED. Mais c'est le prix d'un OLED, donc ils sont vraiment dans la tranche et... ça démocratise le truc, donc ça va faire encore des ventes supplémentaires, donc ça va éventuellement faire baisser les coûts de production, donc c'est vraiment très intéressant. Ok, plutôt une bonne nouvelle donc pour les télés OLED. On enchaîne avec du clavier Razer. Ouais, alors ça c'est un petit peu, on va dire, c'est Razer qui s'est dit bon, le marché stagne un peu, on a les mécaniques, on a les membranes, et du coup on va faire un membran mécanique. Hein ? Alors en gros, ils ont pas trop détaillé, mais ils vont sortir un clavier qui est membran mécanique. D'accord, qu'on a l'image là, il est assez joli, il a toutes ces petites couleurs. C'est d'avoir un feeling mécanique et un bruit de membrane. Ah mais c'est très bien. C'est très bien. Si t'arrives à gommer c'est très bien le sur défaut le papier, du mécanique, mais est-ce que ça fonctionne Alors le truc c'est qu'il y avait à l'heure actuelle il y a des switches qu'on appelle électrocapacitifs, notamment représentés par la marque Topré, mais qui sont pas très répandus en France, qui permettent d'avoir un feeling encore vraiment très très excellent. On touche, le toucher, le doigté est très doux. Et en même temps, c'est très réactif comme du mécanique, mais ça coûte très cher. On parle de 250 balles le clavier pour un électrocapacitif. Et là, c'est un tarif. Bon, c'est du clavier mécanique, membran mécanique. C'est annoncé à 89,90 € pour la version sans rétroéclairage et 109,90 € pour la version chroma. Seulement 10 balles de plus ? Non, 20 balles de plus. 20 balles de plus ? Bon. Ce sera disponible en octobre 2016. Moi, je suis curieux de tester le truc. Voilà, je veux lui donner sa chance, je veux y croire. Ok. Il est précommandable là, ouais. La tentative est originale. La tentative est originale. Je me demande c'est quoi le schéma à l'intérieur, comment c'est fabriqué. On verra. Bon, on passe à tout à fait autre chose. Et tu veux nous parler de tronçonneuse en VR. Oui. Alors, on en parlait Qu'est-ce que c'est que ça ? On en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'était pendant la Gamescom. Il y avait un magnifique simulateur de chariot élévateur. Et ben là, on a le simulateur de tronçonneuse. Wow. Et voilà, Pintaro, ça va te plaire. Il a déjà l'habit. Bah oui, il a déjà la chemise, ouais. Du coup, c'est parti. Petit simulateur de tronçonneuse Husqvarna. Ah ouais. Est-ce que bientôt on aura Massacre à la tronçonneuse VR édition ? Bientôt, tu vas pouvoir découper des gens en VR, les entendre hurler. Ouais, c'est un peu creepy quand même. Je sens que ça va arriver. Ouais, ça va être le jeu du malaise. Le jeu du malaise. Du coup, tu pourras faire des concours de sculpture de glace à la tronçonneuse ou pas ? Ah, ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être il pose des bonnes questions. Le Fred journaliste. Bah oui, et du coup, on reste dans ma théorie qu'en fait, la VR, c'est un truc vachement terre à terre au final. Oui, parce qu'au final, tu vas faire les tâches chiantes de la vie de tous les jours, tu les feras en VR et tu trouveras ça drôle. Ouais, VR, lave-vaisselle, VR, fait VR, mettre la table, VR, repassage. VR repassage, oh putain. VR, cirage de chaussures aussi. Par contre, ce qui serait le top, c'est que tu VR, Dier. Non, mais pardon.
C'est que tu pilotes en VR un robot qui le fait vraiment pour toi. C'est trop. Tu vois, et là, ça serait le comble en fait. Tu pilotes un robot qui le fait oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets ton casque VR, tu fais de la tronçonneuse, et en fait, derrière, ça pilote un robot qui tronçonne vraiment. Et qui prend pas les risques. Et qui prend pas les risques, voilà, et ils vont aller faire la guerre à notre place. Exactement. Ils le font déjà. Oui, donc. Très bien. Bah écoutez, ça m'enthousiasme. Ça c'est la VR que j'aime, ça. C'est la VR qu'on aime. La VR proche du peuple. La VRdier. La petite VR. La VRdier, ouais. Je pense qu'on va garder ce titre-là, c'est la VRdier. Bon, on termine avec encore Razer. Razer Blade. Razer Blade, alors moi le Razer Blade ça reste un de mes gros crushs en laptop. On rappelle ce que c'est. Rappelle ce que c'est pas un truc chelou quand même. Gamer, même si voilà, PC portable gamer ça va encore hurler sur et grincer des dents sur le chat. Il était pas ultra fin de ou il y a Razer, pas un truc qui comme est ça très fin, transportable, bien fini avec un clavier sympa, un écran qui ne l'est pas moins. Et ben là du coup en fait le Razer Blade qui passe en version GTX 1000. Donc là, ce serait disponible en GTX 1060. Donc très bien. Toujours pareil, on a une épaisseur record, on est à un laptop qui est en 14 pouces. Alors c'est pas le 12 pouces de l'année dernière avec le Razer Core ou de début d'année. Là, c'est tout en un, donc avec une 1060, un 6700 HQ. Il a un look de Mac Pro, je trouve. MacBook Pro, Mac regarde, Pro noir, il est arrondi sur les côtés. Il est vraiment, mais il a typiquement un look de Mac Pro. Non, mais ce qui est très impressionnant, effectivement, c'est sa finition qui est excellente. Ça fait pas du tout jouet qui coulole, enfin comme ce que n'aime pas assez souvent Yamato. Moi, je trouve que le logo est un peu too much. Oui, sur le logo, dessus, mais en dehors de ça, il est quand même très sobre. Et puis il est tellement fin, quoi. Alors celui-là, tu peux vraiment le transporter. Et on est sur une génération aussi bien en termes de GPU et de processeurs qui chauffent pas beaucoup. Donc sur des châssis 14 pouces aussi fins, c'est relativement encourageant. Même si à mon avis il doit potentiellement un petit peu throttle, c'est-à-dire se ralentir quand il chauffe trop. Faut voir comment c'est fait à l'intérieur, mais moi j'ai très envie de le tester. Alors après évidemment, on en parlait sur Twitter tout à l'heure, le tarif est loin d'être abordable parce qu'on parle d'un tarif raisonnable à partir de 1799 $. C'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça. Non mais les autres laptops plus gros à base de 1060, ils sont déjà à 1500 quoi. Donc tu vas rajouter 200 balles, 300 balles pour avoir un truc fin comme ça. Enfin, moi je trouve que ça peut les valoir. Ça reste moins cher qu'un MacBook Pro de toute façon. Hein, donc, déjà. À partir de là. Non mais je trouve que voilà, c'est raisonnable vu la finesse de l'appareil et c'est quand même une belle prouesse de faire tenir ça là-dedans quoi. Bon alors je sais pas Yamato ce que t'en penses. En fait, d'un côté j'ai envie de l'aimer, d'un autre côté j'ai pas très envie de l'aimer. Cela dit, quand on y réfléchit, on a un processeur 6700 HQ, on a une 1060, on a un châssis 14 pouces avec 16 Go de RAM, du Thunderbolt 3. Et fondamentalement, c'est moins cher qu'un MacBook Pro avec configuration inférieure en fait. Ouais, c'est un PC qui peut tout faire, tu peux vraiment taffer là-dessus quoi. En fait, on rigole, mais par rapport à un MacBook Pro, c'est moins cher. Et par exemple, si t'es graphiste ou monteur et tout, que tu veux chercher une machine en mobilité, évidemment, tu vas pas faire les montages de ta life avec 3 couches d'étalo et des effets spéciaux à donf sous. Quoique, je le fais avec sur Facebook. Hein. Bah ouais, non, mais voilà. Enfin, je veux dire, je pense que tu peux faire quelque chose avec cette machine et. Effectivement, même si en gamer c'est trop cher, en travail c'est logique. J'ai une question. S'il est compatible à Macintosh en plus, du coup tu gagnes sur tous les trucs. Hein. Ouais. Est-ce que la dalle de l'écran c'est quelle résolution? Alors la version à 1799 elle est en Full HD. Moi je trouve que c'est très bien ça. Moi. Il y a la version évidemment en 3800 non mais chose, parce que une dalle Full HD avec une 1060, c'est un très bon couple. C'est parfait. Elle va faire jouer tous les jeux en high voire ultra. Non en ultra. Ah oui la 1060 c'est une 980. Donc oui, carrément. Très bien. Très carrément. bien. Tu joues en ultra. Moi j'avais le 1080, je joue en avec ultra. cette machine. Donc The Witcher 3 et tout. C'est intéressant. Et voilà, donc plutôt une bonne machine. Merci mon petit Yamatal. Il est 19h tech, je prends encore 10 minutes pour mes news. Il y a pas un dernier truc, j'ai tout fait. Pour mes news. Ouais, t'as tout fait Yamato en fait. Je crois que t'as fait tout ce que j'avais. Je prends juste 10 minutes pour mes news. On décale un petit peu la pause parce qu'on a moins de tests aujourd'hui. Donc la partie test, on la fera un peu plus courte. Là, je me prends 6-7 minutes pour mes news. Ce dont je voulais vous parler, moi, c'était d'un laptop tout à fait différent parce que c'est plutôt un concurrent du MacBook, voire du MacBook Air. C'est le Swift 7. Tech, tu devrais avoir quelques images. C'est Acer qui l'a montré il y a quelques jours. C'est pas très vieux. Voilà, on le voit à l'image. Et qu'est-ce qui vous frappe immédiatement sur cet ordinateur? Il a l'air plat. C'est sa finesse. Moi, c'est la couleur gold. C'est la couleur. Ah oui aussi. Moi, c'est la couleur Emirates dégueulasse. Oui, la couleur quartier. C'est horrible. En fait, Acer se vante de sortir tout simplement le laptop le plus fin
du monde, c'est-à-dire qu'il fait moins d'1 centimètre d'épaisseur. Après, il a la configuration vraiment très proche de ce qu'on trouve chez Apple. Non plus, hein. L'écran est pas borderless. On trouve une configuration très proche de ce qui est chez Apple, c'est-à-dire l'écran Full HD IPS. Enfin, quoi que chez Apple, il y a du Retina, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu dessus. Un Core i5 basse consommation, 256 Go de SSD, 8 Go de RAM, le port USB-C et prétendument jusqu'à 9 heures de batterie. Moi, c'est vraiment le truc qui pourrait me faire douter. C'est-à-dire que dans des châssis aussi fins, etc., s'ils arrivent effectivement aux 9 heures d'autonomie, ce sera très bien. J'attends de voir dans la pratique. Mais voilà, ce petit PC donc, qui viendra se mettre directement en face du MacBook d'Apple coûtera 1 300 €. Ce qui est à peu près le même prix que son concurrent de chez Apple. Un MacBook Air 13 pouces, t'en as pour 1 200 € en entrée de gamme. Ou une Surface Pro 4 avec son clavier. Ouais, donc c'est pas un prix incohérent et c'est Acer donc qui va sortir ça. Je vais laisser vous parler des smartphones. Une petite sélection de smartphones parce qu'à l'IFA, il y a évidemment eu beaucoup de nouveaux modèles montrés. On va commencer, mon petit tech, par les modèles Sony, si tu les as en image. Le Sony qui va sortir le Xperia XZ et un nouveau Xperia compact. Alors, ce sera 2 gammes. Hein. On aura le XZ qui sera le modèle haut de gamme à 700 €. Voilà, vous voyez le design. Ce sera du téléphone à 700 balles. La grosse particularité de ce téléphone, c'est la partie photo. Je ne vais pas m'étendre sur le reste parce qu'on commence à connaître le Snapdragon, etc. Est-ce que tu peux revenir, Tech, un petit peu? Ça, c'est le compact. Tu peux revenir sur celui qu'on avait avant. Voilà, le grand. Ce sera un téléphone qui aura un capteur photo, accrochez-vous bien, de 23 mégapixels et apparemment 3 capteurs différents pour 3 types d'autofocus. Je ne suis pas très calé photo, mais je vous dis un petit peu ce qui a été annoncé par Sony. On aura un autofocus à détection de phase, un autofocus laser et un 3e autofocus pour régler la balance des blancs pour avoir des meilleures couleurs. C'est un peu comme quand tu mets une gifle à ton gamin. La première parce que tu la mérites, la deuxième pour le principe et la dernière parce que jamais 203. Voilà, et pour pas qu'il oublie. Non mais du coup, on va avoir des gros problèmes Yamato à cause de toi, hein, tu sais. Du coup, le truc c'est que ce téléphone vous garantit de faire a priori les meilleures photos sans effort et il y aura même pour les amateurs de selfie, et Dieu sait que Pentaru aime se regarder dans la glace, il y aura un capteur 13 mégapixels en façade. C'est quoi cette putain de réputation? Il y aura un capteur 13 mégapixels en facial. Un capteur 13 mégapixels en façade, monsieur. En facial. Le petit lapsus, un dé. En facial, mec. Le selfie en facial, normal. Il filme ton faciès. Donc, avec un grand angle, 22 mm, 90 degrés, il pourra faire des vidéos en 4K. Donc, c'est un truc. Et là, tu dis pas la GL boîte, hein, par hasard. Là, je dis pas la GL boîte. Ah non, là, ça, on est face. On est face au montage. Si, la GL boîte, hein. La GL boîte. En tout cas, voilà, ce Xperia XZ qui s'annonce complètement dingue pour ceux qui aiment faire des belles photos. Après, le Lumia 1020 avait un appareil photo de 20 millions de pixels. Hein. Non, déjà. 41. 41 millions de pixels. 41. C'est 41 le Lumia 1020 41. Bon, j'avoue que c'était vénère. Moi, j'avais 20 en tête. Ok, putain. Bah, j'avoue que c'était vénère. Tout comme le Nokia 808 d'ailleurs. Ouais, le truc à savoir, c'est qu'il y a donc la version Xperia compact qui est plus petite, un plus petit écran, moins cher, en dessous des 400 balles, qui elle aura un processeur moins puissant, mais par contre les mêmes caractéristiques en photo. La balance des blancs faciale. Pas pour la photo de façade, mais pour le capteur dorsal, ce sera le capteur dorsal. Le capteur de facial. Le capteur dorsal pour les photos de facial. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. La détection automatique. Vous aurez donc la même qualité photo sur le compact pour le capteur dorsal. Et celui-là, il coûtera moins de 400 boules. Donc voilà où on en est. Putain, il faut 400 boules. 400 boules. 400 boules. Et les gens feront la queue pour l'acheter. C'est ça, oh là là, mais ça n'arrête pas, mais quelle émission fabuleuse. Je vais prendre 2 secondes, je vais terminer en 2 secondes pour rester sur les téléphones portables. C'est ce qu'elle dit, non?
Oh là là, nul. Pour parler de Samsung qui lui n'est pas à la fête parce qu'il a sorti son Galaxy Note, son tout dernier Galaxy Note, je crois que c'était le 7, tout récemment. Le téléphone était mortel, les tests étaient dithyrambiques. Problème, il explose à la tronche des gens et plus précisément, il prend feu. La batterie prend feu. Du coup, Samsung doit sortir le carnet de chèques et ça va leur coûter a priori 1 milliard, mon gars, de rappeler tous les téléphones, de les remplacer. 2,5 millions de téléphones à rappeler. Et encore, on parle même pas des éventuels procès qui vont se manger, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la panique chez Samsung et ce lancement de Note 7 qui s'annonçait excellent. Et la fête est vraiment gâchée par ses soucis de batterie. Apparemment, c'est en le chargeant qu'il a pris feu. T'imagines quand même le truc, je sais pas vous, comment vous faites dans votre vie, mais moi, le soir, avant de me coucher, je branche le téléphone, je le pose par terre et il recharge. Mais si le truc prend feu et qu'il fait brûler ta baraque, tes gosses et ta grand-mère, enfin voilà, je veux dire, la Samsung, c'est très très chaud pour eux. Bon, ils vont sortir le chéquier pour effacer tout ça, mais il va falloir qu'ils fassent très très attention. À mon avis, qu'ils communiquent bien aussi à l'avenir pour rattraper le problème, en fait, c'est que les gens veulent maintenant des charges ultra rapides pour leur téléphone. Donc, qui dit charge ultra rapide dit gros ampérage. Qui dit gros ampérage dit chauffe. Il y a un moment, c'est l'électricité, c'est de la base. Donc voilà, les gens, vous voulez charger votre téléphone à 100% en 2 minutes 30, et vous avez 40 ampères dans la gueule, ça chauffe, ça explose. Boum. Effectivement. Donc après c'est un détail tout con, mais honnêtement, ça peut peut-être sauver des vies, mon conseil, j'en sais rien, mais faites attention à où vous posez aussi votre téléphone quand vous le rechargez. Je sais pas, peut-être pas sur la moquette, tu vois, peut-être sur un support, tu vois, qui aura moins de chances de cramer, machin. C'est des gestes à la con, mais ça peut près de la cheminée. Merci Tech. Voilà, c'était les conseils de Tonton Trunks pour essayer de me faire pardonner les jeux de mots de merde. On fait une toute petite pause et à la fin de la pause, Krakou fera le poirier, Chrono fera le poirier et des pompes en poirier. Voilà, dans 3 minutes, à tout de suite. Et voilà, de retour dans le JDH pour cette dernière partie, toujours sur nos tabourets qui donnent mal au dos, parce que c'est ouf, on se tient tous mal. C'est là qu'on le voit. Regardez, il y a que Chrono, le Super Saiyan, qui n'a pas mal au dos. Non, mais là, parce que le mec se tient droit. Nous, on est comme ça dans la vie tous les jours, et là, il faut se tenir comme ça. Et au bout d'une demi-heure, on a mal. Moi, là, ça va en fait. Toi, ça va mieux. Là, ça va crânement mieux. Depuis, ça y est, ton dos, c'est musclé pendant l'émission. En fait, je pense. Non, mais je pense que c'est ça. Non, mais c'est aussi parce que voilà, à partir du moment où tu seras à la bonne posture et tout. Mais regardez, là je suis normal, mais j'ai l'impression de pas être normal. Tu vois, je suis pas. Les épaules, déploie ton poitrail, ouvre les épaules. Je suis pas bien. Mais parce que je me tiens jamais bien. Ça va en fait. C'est complètement fou. Tes épaules, ça va mieux. Écoutez, on va faire une émission fitness, santé la prochaine fois. Je suis méga chaud. Pareil. On termine. Je suis méga chaud. On prend jeu 2 avec nous et on est top là. On termine sur les tests. Faut aller très vite parce qu'on est en retard. Du coup, mon petit Penta, qu'est-ce que tu as en test cette semaine? Alors en test, moi j'ai donc la carte son Asus Sor. Sors. Sors. Asus sort. Okay. Trunks, tu sors. Voilà, merci. Donc carte son en fait que j'ai acheté parce que ma Sound Blaster. Tu es vachement Strix. Ok, d'accord. Vous allez comprendre après. Bref, ma carte son Sound Blaster PCIe était tombée en rade. Du coup, j'ai acheté l'Asus Sor et voilà, on l'a en photo, voilà. Elle vient de sortir. Pas du tout. Elle vient pas de sortir. Non, c'est une carte son qui est quand même assez vieille. Et déjà, première surprise, il y a déjà un bloc d'alim dessus. Donc, il y a une alimentation externe 4 broches. Donc ça, c'est assez surprenant pour une carte son externe. Une alimentation externe pour une carte son. Et oui. What ? Et voilà, au début, j'étais un peu surpris. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, les twittos m'ont dit, bah oui, c'est normal. Ça permet justement de mieux séparer finalement les bruits qui sont générés par ta carte mère en fait de la carte son. C'est-à-dire que la carte son a une alimentation externe, donc elle ne chope pas tous les parasites qui viennent de l'alimentation du port PCIe. Parasites. Exactement. Avec leur carte graphique à 200 balles. Ça fait du PC. T'as refait Bioshock récemment? Non, je dis n'importe quoi. Putain, ça sort du son donc en 7 points bien évidemment, avec un rapport signal-bruit de 116 dB, donc c'est vraiment très très bon. Elle coûte 99 €, donc c'est le Team RSA. Voilà, il y a un ampli pour casque de 600 ohms, donc c'est ça en fait d'où est l'intérêt de l'alimentation externe, c'est qu'au niveau amplification, ça déchire sa race. Il y a un processeur C-Media dedans qui gère du 384 Hz et du 24 bits, donc toi pour tes MP3 ça te sert à rien, donc passe ton 24 chemin. bits pour moi c'est trop. Voilà, alors que moi c'est juste ce qu'il me faut. Et donc 5 mini jack en sortie pour le 7.1, une entrée mini jack en entrée, une sortie SPDIF, bien entendu. Donc tout ce qu'il faut pour faire du 7.1 si on n'a pas un ampli ou quoi que ce soit.
C'est vraiment très très bien. Je l'ai testé avec mes flaques, c'est nickel. Donc vraiment bonne surprise. J'en suis très très content. Et pour aller avec ça, j'ai testé l'Asus Strix Wireless. Ah, l'Asus Strix. Voilà, le casque sans fil. Alors fil ou sans fil de chez Asus. Le voici. Voilà, le voici. Donc il est en Wi-Fi. Donc il fonctionne pas en Bluetooth mais en Wi-Fi. Donc ça limite la latence en fait, et donc Wi-Fi en 2 Go 4. Donc il y a une petite clé Wi-Fi qui va avec, qui se perd très facilement en appuyant sur un seul bouton. Donc c'est un casque qui entoure les oreilles. Donc pour cet hiver, qui se perd P-A-I-R-E. Hein. Oui. Oui, non, parce que la clé, non mais justement ce genre de truc, oui, tu perds la clé. Si tu veux, non mais si tu perds la clé, après t'es dans la merde. Voilà, c'est ça. Voilà, faut faire très attention. Voilà, donc la petite clé USB. Donc ça entoure les oreilles. Il y a à peu près 2 heures de charge pour 10 heures d'utilisation. Excellente nouvelle, il est compatible PS4 et Xbox One. Donc si vous voulez streamer avec votre Xbox One, vous pouvez le brancher avec le câble qui est fourni sur la manette et le micro fonctionne. Très bien ça. Le micro qui est amovible d'ailleurs. Donc vous pouvez retirer le micro ou le clipper comme vous voulez. Il y a le petit logiciel pour paramétrer le son avec l'équaliseur. Enfin, tu peux avoir du surround, etc. Ouais. Il est super complet. Il coûte 150 €. Voilà, et sur le côté, vous avez un bouton on-off et voilà, mute. Ça va, je m'attendais à 250 balles, honnêtement. Up et down, il est dispo, il est garanti 2 ans. Alors, le seul point négatif, en fait, c'est le plastique. Parce qu'il a, en fait, le plastique sur les côtés fait un peu cheap. Ouais, mais 150 balles. 150 balles, et aussi, ça permet qu'il soit très léger, parce que pour le coup, je ne le sens pas du tout. Enfin, vraiment, il est très très léger, donc une excellente surprise pour moi. En 24 bits et tu sens rien. Mais donc, non mais ça suffit, oui. Putain, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est les hormones. C'est vous qui m'avez lancé. C'est les hormones. Faut pas me lancer. Voilà, il est en mode hentai là, il en peut plus. Ça, c'est ça dans l'émission. Oh, je spoil pas. Bon, d'accord. Bref, voilà. Donc vraiment, si vous cherchez un casque pour streamer, que vous voulez pas lâcher 400 € dans un micro, etc., il est très très bien pour streamer. Vraiment, un très très bon rapport qualité-prix. Le micro s'enlève, compatible PS4, Xbox One. PC, il sort un excellent son si vous jouez un peu avec l'équaliseur. Vraiment, le son est très très correct. Alors, c'est pas un casque audiophile, faut pas déconner, mais vraiment, il est très très bon pour ce prix-là, quoi. Donc vraiment, moi, je le recommande et je l'utilise maintenant tous les jours. Donc, j'en suis très content. Voilà. Bon, bah écoute, un bon casque de chez léger, Asus, confortable en plus. Le Strix. Donc, voilà. On enchaîne, il faut aller vite avec Yamato. Je suis désolé. Pardon. Yamato, il te reste quelques minutes. Bon, eh bien moi, en fait, on m'a filé Krakou dans sa grande sagesse. Oui. Avant de partir avec sa maîtresse, m'a filé le Sound Blaster XP5, c'est des intras pour joueurs. D'accord, donc ils font des intras Sound Blaster. Moi qui viens des Bose QC25, j'étais un peu dubitatif. Ouais. Et je dois bien avouer, Monsieur vient des Bose QC25. J'ai été agréablement surpris. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire que fondamentalement, alors on va dire les gommes en fait pour mettre dans les oreilles. Moi, je suis pas très fan. C'est les gommes qui rentrent dans les oreilles, ça fait un peu mal des fois. Je suis plus habitué. En fait, l'ORL en fait déconseille de toute façon tous les casques intra, hein, parce que ça vous crée des bouchons et des acouphènes. Donc, ouais, moi bon, mais mis à part ça, le son est plutôt bon pour des intras. Les basses sont présentes, donc les aigus sont un petit peu trop présents, peut-être les aigus. Mais grosso modo, le son me paraît plutôt pas mal par rapport à mes Bose. Le son est moins. Et surtout, ils sont peut-être moins chers que des Bose, non? Bah, de toute façon, ils sont bien moins chers parce qu'on peut les trouver aux alentours de 50-60 €. Ah ouais, ça va. Tu me les jettes? Attention parce que la boîte passe là parce que la boîte en fait elle se sépare en deux. Et donc fondamentalement après avoir passé une semaine à écouter de la musique dessus et tout, c'était plutôt pas mal. Ah merde, j'ai fait tomber le truc. D'accord, il y a écrit 95% d'isolation. Donc voilà, mis à part le confort et puis du coup aussi le micro, le problème c'est que c'est un peu un micro comme sur les kits mains libres Samsung et Apple. Ouais. La qualité est pas dégueulasse. Je dirais que par rapport à un Siberia V2 et tout, c'est même limite un peu mieux. Mais comme en fait la capsule est un peu loin du coup parce qu'elle pend sur le côté, il faut activer le boost en décibels du micro sous Windows et ben t'as un peu de bruit du coup en fond, donc ça c'est un peu dommage. Ok. C'est-à-dire que voilà, niveau son c'est bien, mais niveau confort, moi je suis plus très fan et niveau micro, ben voilà, il est un peu loin en fait. En tout cas, il est pas trop cher et c'est quand même original des intras pour gamers. Voilà. Et le truc c'est que du coup, vu que le micro est pas très fort, il capte pas trop les bruits ambiants aussi, donc ça mine de rien c'est pas trop mal. Mais bon, si tu sors dans la rue avec, on t'entendra, tu vois. Okay. Et du coup avec, il y avait, alors je la ramasse, pardon. Ah, tu l'as fait tomber. Donc c'est une carte son USB toujours par Sound Blaster X. Ça c'est G1. une carte son. C'est une carte son. C'est fou, c'était pas comme ça dans mon souvenir. Une carte son. Logitech ils en ont une. Siberia ils en ont une. Enfin tout le monde a une carte son USB maintenant quand on fait des casques. Ça permet effectivement d'avoir du 7.1 virtuel. Alors bon, honnêtement, je vais être franc, la plus-value est pas forcément évidente pour moi. Le virtuel 7.1
ça fait son taf, mais c'est pas non plus défrisant. La virtualisation est pas trop dégueulasse, mais pas mieux, pas pire que la concurrence. Voilà. D'accord, donc ça voilà, c'est la gamme sonore Sound Blaster. Ça, tu as dû dire le prix, ça coûte pas très cher ce truc-là. Je connais pas le prix par contre. Tu connais pas le prix de celui-là? Bon, on vérifiera. Ça s'appelle comment? Sound Blaster XG1. XG1, ok, bon, on verra. Mais à mon avis, ça va pas être très cher. Parce que il y a qu'une seule prise dessus, donc on peut brancher que le casque avec micro. Donc c'est de toute façon tous les casques récents sont en prise 4 segments, donc avec le micro et les 2 enceintes. Mais on pourra pas brancher un casque classique dessus avec prise casque et prise micro. Voilà. Ok. Voilà, donc pour moi c'est pas vraiment, c'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est classique en fait. C'est dans la lignée des autres. Voilà. Ok. Bon, on va terminer. Merci beaucoup Yamato. On va terminer sur. Tu peux mettre ça sur la table. Sur un achat qui a changé ma vie. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai et que je voulais en parler. Le truc c'est que j'ai pas pu le ramener aujourd'hui, mais on a les assets pour le montrer. C'est évidemment le Dyson Absolute V6. Je pense que tu as des visual tech. Est-ce que tu peux nous montrer une pub de ce Dyson Absolute V6? C'est les fameux aspirateurs de chez Dyson. Dyson, le fabricant qui vous spam de pub déjà depuis plusieurs années. Hein, donc je pense tous que vous voyez quelle est la marque. Et regardez, ça c'était moi avant. Ah, j'étais malheureux. Et bien sûr, monsieur Jacques Higelin, la solution pour moi, c'est que je n'ai pas un moteur assez puissant. Regardez, si j'avais le fabuleux Dyson V6 avec son moteur, je sais plus comment il l'appelle. Non mais tu crois vraiment plus que les labos de Dyson, ils ont des écrans comme ça. À énergie Genki Dama de l'infini, tu pourrais aspirer tout le riz que tu renverses sur ta moquette. Là, non mais là tu rigoles, tu vois. Yamato, homme de peu de foi. Mais regarde, moi je suis comme elle maintenant. Je suis exactement comme elle. J'ai l'air aussi cool. J'ai l'air, mais tais-toi. Putain. Non mais le pire. Regarde, j'aspire comme ça. Mais je fais la même chose. Non mais sur mon canapé. Ce qui est flippant dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui tournent ce film, des gens payés pour ça. Et que Dyson, il y croit dur comme fer. Mais j'achète. Moi, j'ai vu la pub, j'ai acheté. Et Ken Bogard aussi l'a acheté. Non, mais la question, c'est est-ce que ça marche? Alors, je vous explique. Le truc, c'est que moi, des aspirateurs balais comme ça, je pense pas que j'en avais un sans fil, mais j'en avais un électrique. Le truc, c'est que d'une part, ça aspire rien, ça aspire pas fort, et ça aspire correctement les 2-3 premiers mois, et après, ça aspire plus rien. Donc en fait, t'en fais rien. C'est de la merde. Celui-ci, est-ce que tu peux nous montrer les images maintenant tech? Il est modulable de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un aspirateur à main qui est assez petit, voilà, comme ça, exactement, que tu peux utiliser pour nettoyer ta table à la fin du repas, ton canapé, les conneries, les trucs que tu fais tomber par terre. T'as des brosses adaptées aussi pour, en fonction des types de surface. C'est hyper pratique. Et surtout, voilà, tu rajoutes des tubes, ça s'emboîte et ça se clipse comme des Lego. C'est d'une simplicité enfantine. Tu as une base comme ça de recharge. Putain, on dirait une arme d'un Dark Souls. Mais moi j'ai percé chez moi, mec. J'ai percé. Tu prends par le manche et tu. J'ai percé chez moi pour avoir cette base. Et maintenant je clipse le sang. Et maintenant je clipse mon aspirateur comme ça et je me sens mais comme un Apple fag, quoi. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, j'aspire aussi le plafond. Quand toi t'as une petite toile d'araignée, tu vois une araignée. Bah avant, tu déménageais, tu vois, tu sortais, tu changeais d'appart, tu t'avais la trouille, tu pouvais plus rien faire. Maintenant, tu prends ton Dyson et hop, tu l'aspires. T'aspires pas l'araignée, j'espère. Ah bah si. Non, bah tu rigoles ou quoi? Je l'aspire. Pourquoi pas? Putain, mais faut pas toucher aux animaux, t'es fou. Oh là là, la SPA. Non, mais les araignées, c'est super pratique. L'araignée, elle vient chez moi, elle m'agresse. Tiens, c'est pour ça que t'as des moustiques. Si t'aspirais pas tes araignées, elles boufferaient tes moustiques. Ah, donc tu veux que sur mon plafond, j'ai 5 araignées qui soient les vigiles là et qui. En fait, il faut savoir que la toile d'araignée, quand tu la vois, en fait, elle n'est plus utilisée par l'araignée parce qu'elle est visible. Donc tu aspires que les toiles d'araignée qui sont visibles. Et t'es sûr de pas d'aspirer à d'araignées en même temps. Putain, règle de base, quoi. Règle de base. Le chat. Ah non, je prends le chat à témoin. Est-ce que vous laissez les araignées chez vous exprès pour attraper les moustiques? Ça, c'est un argument que je peux entendre parce que je déteste les moustiques beaucoup plus que je n'ai peur des araignées. Mais est-ce que ça marche? Moi, bon, on en parlera plus tard. C'est pas le sujet. Les araignées dans une maison, c'est indicatif que ta maison est saine. Exactement. Oui, d'accord. Parfaitement. Puisqu'une araignée n'élut pas domicile dans un endroit qui n'est pas sain. C'était pas le débat. Tech, est-ce que tu, dans les images du Dyson... Ils sont tous d'accord avec moi, ils disent oui. Oh là là, mais quelle bande de traîtres. Dans les images, il n'y a pas d'araignée. Non, dans les images, il n'y a pas d'araignée. Mais est-ce que tu as les accessoires du Dyson? Il y a peut-être l'une des images où remets-nous les images du Dyson. Mais en gros, le truc qui est très bien avec cet aspirateur, c'est que d'une part, il est extrêmement pratique. D'autre part, il peut vous servir donc aussi bien à table que pour nettoyer votre plafond, les trucs qui sont coincés, les trucs inaccessibles. C'est extrêmement facile.
D'autre part, il est sans sac, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez juste une ouverture sous la base Dyson, en dessous. Ouais, c'est un Dyson, et donc vous le videz extrêmement facilement, ça va très vite. Et ensuite, il est donc sans fil. Et je vous jure que voilà, transporter la base de l'aspi, le fil qui se prend dans les trucs que tu dois débrancher pour changer de pièce, machin, ça t'oublie. Du coup, c'est excellent. Et la puissance d'aspiration est phénoménale, vraiment, ça aspire vraiment très très fort. Le problème, c'est qu'il a une autonomie de 20 minutes. Alors voilà, écoute, est-ce que vous passez... T'as pas parlé du bruit? Le prix à la fin. Est-ce que vous passez l'aspirateur plus de 20 minutes? Moi, c'est déjà phénoménal que je le passe. Mais toi, donc en fait, depuis que je l'ai acheté, j'ai envie de le passer. T'as un appart de 20 mètres carrés, donc forcément, tu places pas plus de 20 minutes, quoi. J'ai un appart de 80 mètres carrés. Ce gadget-là, de toute façon, c'est pour faire de l'appoint. C'est pas un truc avec lequel tu vas faire toute la pièce. Évidemment. Normalement. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que l'autonomie me suffit. Par contre, il est naïf. Par contre, c'est peut-être pas assez pour certaines personnes. Sans vouloir prendre la défense de Trunks, moi, je passe pas l'aspirateur plus de 20 minutes non plus. Hein. Ouais, au bout de 10 minutes. Moi non plus, quoi. mais dans l'absolu, j'utilise un aspirateur plus massif pour genre les tapis, moi, tout ça. Moi, j'ai le vrai Dyson, le gros là, et je peux dire que ça fait le taf. Hein, et voilà. Moi, j'ai un truc à cyclonique, c'est pas un Dyson, mais bon. Et en fait, ce que je voudrais tester. Mais il est filaire. Oui, mais je m'en fous. Mais il a une puissance. Ce que je voudrais tester, moi, surtout, c'est le Dyson autonome avec caméra 360 degrés dessus. Oh là, il est pire que nous. Et ça, je veux le tester. Ok, d'accord. Bon, ça, on en parlera une autre fois. Le truc aussi qu'il faut bien savoir, c'est que dans la gamme Dyson, voilà, si ça vous intéresse, à mon avis, vous allez l'acheter parce qu'il n'y a rien de mieux. Vous avez le DC45. Vous avez le DC45 qui était l'ancienne génération Kak & Bogard, qui est très bien aussi. Putain, mais je suis sûr que les mecs le week-end ils se retrouvent pour faire un brunch et discuter de leurs différents Dyson. Ouais, non, mais la gamme précédente. Bien sûr. Mais quand je suis allé chez Kak & Bogard, je lui ai fait montre-moi ton Dyson. Et là, on s'est compris. Gérer moins bien la poussière. Attends, moi mon kiff c'est les centrales vapeur avec poignée en liège. Putain, c'est beau. Là, c'est le gros coming out. Ça, donc du coup, le DC45 qui est trouvable à moins de 300 balles, qui est l'ancienne génération, qui est pas mal mais moins puissant. Vous avez le V6 qui était celui de cette année sous plusieurs variantes que j'ai acheté 350 balles si je dis pas de bêtises et qui est vraiment très bien. Et surtout en fait il y a le V8 qui vient à peine d'être annoncé, ou je sais pas s'il est sorti, mais vous avez le V8 qui arrive et qui lui coûte 550 balles à peu près. Voilà, la qualité ça se paye et il fait combien le V8 et il a une bien meilleure autonomie. En gros, je crois qu'il a une autonomie doublée. Donc c'est un peu comme chez Tesla. Mais la même puissance d'aspiration par contre. Je crois que c'est la même puissance. À vérifier. En tout cas, la puissance d'aspiration de celle-ci est folle. Et ce qui était fou, c'est qu'en gros, quand tu passes l'aspirateur avec ce truc, tu sais, le réservoir est transparent. Mais je te jure, chez moi, alors je passais quand même l'aspirateur, mais en 2 secondes, je l'ai rempli. Enfin, c'était blindé de poussière. Et c'est-à-dire qu'en fait, le truc aspire tellement bien. C'est inquiétant pour l'état de ton appartement. Il a aspiré des molécules de poussière, voilà, que mon ancien aspirateur n'aspirait pas. Et ça, c'est quand même très beau. Merci Dyson. Le V8, c'est mon prochain aspirateur. Le V8, tu m'as convaincu. Mais voilà, Chrono, bienvenue dans la famille. On va sur une raclette. J'en ai déjà un Dyson. On va sur une raclette Dyson entre Jean. Mais j'ai déjà un Dyson en fait. Ah bah, t'as un gros sinon, t'as comme moi. J'ai un gros, ouais. Mais le Dyson, c'est le Apple des aspirateurs, sachez-le. C'est exactement comme ça. Si on n'aime pas Apple, comme Pentaro, on fait comment? Mais moi, j'aime Apple quand ils font des bonnes choses. Sauf que ça fait 5 ans qu'ils font de la merde, c'est tout. C'est une question de version. C'est une maladie comme les zombies en fait. Voilà, on a beaucoup parlé dans cette émission, on a dit beaucoup de bêtises. Il y a un truc plus sérieux que je voudrais vous dire. Et oui, enfin, mon petit tech, est-ce que tu peux nous mettre le YouTube du JDH? Oh là là, c'est complètement fou. Le YouTube du JDH. Croyez-le ou non, mais en fait, on s'est sorti les doigts et on a créé un YouTube pour le JDH. C'est-à-dire qu'avant, quand vous cherchiez le replay, vous alliez sur Gaming Live, Généraliste, etc. Il y a plein de vidéos et c'est pas toujours facile à trouver. Il y a un YouTube, le JDH. Alors je sais pas si on voit comment il s'appelle parce qu'il est pas facile à trouver. En fait là, comme il y a toutes les anciennes vidéos, le JDH. Ok, donc en gros, il est une galère à trouver. Il faut taper précisément le journal du hardware. Tu veux pas time out un mec, s'il te plaît? Mettre quoi? Time out un mec, s'il te plaît. Little Mana là. Ah, Little Mana. Attends, je vais le dégager. Alors attends. Franchement, on peut me critiquer sur tous les aspects du corps, mais les cheveux, on touche pas. Ah oui, il se moque des cheveux de Pentaro, mais énorme erreur. De moi? De Yamato. Énorme erreur. Et voilà, bim, Théo. Attention, merci. Il y a aussi Twitter, bref, je reprends. Il y a YouTube et le Twitter. Je reprends. Est-ce que dans le chat on peut poster? Est-ce que dans le chat on peut poster le lien du YouTube? Il va se faire Théo direct s'il est pas. Ah ouais, merde, ils peuvent pas. Ok, bon, on s'en fout. Bref, il y a un YouTube, le JDH. On va mettre les replays à chaque fois et surtout, on va essayer de mettre des vidéos différentes. C'est-à-dire que quand on reçoit du matos, qu'on peut faire un petit unboxing plus rapidement,
quand on fait des concours de pompe à une main, quand on ira, par exemple, peut-être je tease, mais a priori on devrait aller au salon de l'auto, faire des vidéos un petit peu spéciales avec Anne Bogard. En gros, on va essayer de vous créer du contenu exclusif sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Et est-ce qu'on peut montrer aussi Tech ? C'est la fin du quart d'heure pub, je vous promets. Le Twitter du JDH. Merci JD Hardware. Merci, il est mis dans le chat, donc abonnez-vous, ça nous fera très plaisir. Hardware, voilà. Et il y a le JD Hardware, c'est un Twitter sur lequel on fera gagner des choses. On l'a ouvert avec une 1080 à gagner. C'était d'ailleurs une demoiselle qui a gagné la 1080, elle était très contente. Ah ouais, du coup, elle a réclamé son lot et tout. Elle a reçu sa 1080, promesse tenue. C'était le combientième compte que tu avais créé pour la gagner, toi ? son truc. Ah ouais. En fait, c'est ma cousine. Non, je déconne. Du coup, voilà, on va essayer de vous refaire gagner des trucs très prochainement. Donc voilà, si vous aimez l'émission, followez-nous, abonnez-vous et on vous fera du contenu le plus souvent possible. Je vais terminer en remerciant Tech et Théo qui étaient à la régie, en remerciant le chat qui a été adorable, comme d'habitude. Sauf toi là, en remerciant Yamato qui est toujours aussi bien coiffé, en remerciant Chrono d'être venu, et Chrono que vous allez voir de plus en plus souvent dans l'émission, il va intégrer la rotation. Remercier Pentaru pour ce Pentaru, quoi. Pour sa chemise et pour sa Pentaruité. Quant à moi, je vous laisse avec Dame Dame. Sachez que c'est Dame Dame qui prend la suite de cette émission. On lui fait des gros bisous. Il devrait y avoir une émission sur Bound, si je dis pas de bêtises, et ensuite le gros port en fin de soirée. Peut-être, s'il a bien suivi mes consignes, sur Mother Russia Bleed. Mother Russia Bleed. Voilà. Donc un petit jeu indé. Un petit jeu indé. Karaté. Et ça, ça devrait être en deuxième partie de soirée. C'est un jeu français en plus. Voilà. Et c'est genre, il y a plein de gens qui se demandent si Twitch ils vont continuer à la laisser le streamer parce que c'est genre vraiment sale. Écoutez, en tout cas, voilà, Karaté. Si Karaté n'y joue pas, spammez-le dans le chat parce qu'il a le code pour y jouer. Voilà. Bon, on fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Des bisous.